Alors on en arrive au morceau de choix sur le vrai rôle du Front National. Le vrai rôle, on l'a vu encore récemment dans cette couverture du Nouvel Observateur. Le sondage qui fait peur, 24%. Vous avez déjà fait le coup des 24% le 5 et le 7 mars 2011 des sondages Harris Interactive. Avec d'ailleurs une photo de Madame Le Pen qui est plutôt une photo sympathique. Elle est même assez, elle a le regard très sympa. Les journalistes savent très bien qu'il faut mettre des photos pourries quand ils le veulent. Il suffit d'avoir une vidéo, vous faites image par image, vous trouvez l'image la plus pourrie, vous mettez l'image la plus pourrie. Mais regardez bien ça, le sondage qui fait peur, en tête pour les européennes, le FN menace de devenir le premier parti de France, exclusif, l'Europe et les populismes. Quel est l'objectif poursuivi par le Nouvel Observateur, par d'ailleurs toute la presse de façon générale? Pousser le Front National vers les sommets en matière électorale, faire croire au peuple français que l'Europe, être contre l'Europe, c'est voter FN, vouloir sortir de l'euro ou de l'Union européenne, c'est voter FN, alors qu'ils ne le proposent pas, vous l'avez vu, enfin, je l'ai montré longuement, et que donc l'Europe est menacée par les populismes. En d'autres termes, si vous êtes contre l'Europe, il faut voter FN. Il ne faut surtout pas voter Asselineau. On n'en parle pas d'Asselineau, on ne parle surtout pas de l'UPR. On va voir aussi que si vous êtes, quand même, si vraiment ça vous chiffonne, vous allez devoir voter DLR. On va le voir dans un instant. Mais il ne faut surtout pas que vous connaissiez l'UPR. Il faut que vous votiez FN. Et pourquoi faut-il que vous votiez FN? Alors, c'est là qu'arrive un stratagème chinois qui s'appelle Yu Ting-Pu-Chang. C'est le 16e des 36 stratagèmes chinois, ça veut dire laisser advenir pour mieux capturer. Ce que, on simplifie aussi, enfin ce que les Chinois présentent également d'une autre façon, laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux les sarcler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire du Front National, ça va faire maintenant un tiers de siècle que ça dure, le mauvais objet, comme on dit en psychanalyse, de la société française. On va pousser les gens par période régulière, à déculpabiliser le vote FN. On va baisser l'intensité de la critique sociale. On va autoriser, entre guillemets, les gens à se déclarer FN. On va pousser les gens à faire le routing. Et puis une fois qu'ils auront fait le routing, tac! À ce moment-là, on pourra les sarcler. C'était la stratégie qu'avait fait Mao Tse-tung avec la campagne des 100 fleurs. Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent. C'est pour les spécialistes de l'histoire de Chine. C'est en 1957, comme le communisme en Chine marchait mal, qu'il y avait des critiques sourdes, Mao Tse-tung a appliqué ce stratagème. D'un seul coup, il a dit à tous les médias, donnez la parole à tous les critiques. C'est très bien. Que 100 écoles rivalisent, que 100 fleurs s'épanouissent. C'était la campagne dite des 100 fleurs. Alors, au mois de février-mars, il y a des gens qui ont commencé à écrire une petite critique. Puis comme ça passait, les critiques sont devenues plus acerbes. Puis au mois de mai, juin, juillet, c'était des trucs enflammés contre Mao, contre le gouvernement. Le petit truc, c'est que la police prenait en note toutes les personnes qui faisaient ces déclarations dans les journaux. Et au mois d'octobre de l'année 1957, Mao Tse-tung a sifflé la fin de la partie. Il y a eu plus de 100 000 morts, des gens ont été envoyés au Laogai. Et Mao a dit, il faut laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux pouvoir les sarcler. C'est la technique extrêmement réfléchie des dérapages. Je me flatte d'être le seul mouvement politique qui vous explique enfin ce grand mystère des dérapages. Depuis un tiers de siècle, nous avons des dérapages. Et à chaque fois, les gens se disent « Oh, mais pourquoi il a encore dit ça ?» Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, sont des gens qui connaissent la politique sur le bout des doigts. La question, c'est non pas « Mais pourquoi il a encore dit ça ?» c'est pourquoi il l'a encore fait. Qu'est-ce qui se cache? Il y a une raison. Je rappelle qu'en décembre 2010, Madame Le Pen
a fait une critique virulente contre l'euro et, dans la même déclaration, a comparé les immigrés musulmans en France à l'armée d'occupation nazie. Comme l'a titré le magazine L'Express, leur connaisseur, qui a des liens avec les États-Unis d'Amérique, je n'ai pas besoin de préciser, provocation réussie. Alors, par cette déclaration, Mme Le Pen a accrédité l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et l'hostilité aux immigrés, donc a assimilé la critique contre l'Europe à une position d'extrême droite. Juillet 2011, Mme Le Pen critique l'euro et soutient les propos de son père qui trouvait des circonstances atténuantes au massacre en masse du tueur norvégien. Vous savez, M. Breivik, qui a assassiné 72 personnes. Scandale de M. Le Pen, et sa fille a dit oui, mais qu'elle approuvait ce qu'avait dit son père. Par cette déclaration, Mme Le Pen a accrédité l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et une indulgence scandaleuse pour le massacre des militants de gauche et d'immigrés, donc être d'extrême droite, puisque c'est un type qui se prévalait d'ailleurs d'idéaux quasiment nazis. Octobre 2011, Mme Le Pen réclame à la fois la sortie de l'euro et l'organisation d'un référendum pour le rétablissement de la peine de mort pour les tueurs d'enfants en exploitant de façon éhontée un tragique fait divers qui avait eu lieu. Par cette déclaration, Mme Le Pen accrédite l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et vouloir réintroduire la peine de mort, donc être d'extrême droite. Vous voyez que ça arrive, non pas semestriellement, mais presque, trimestriellement. Vous voyez d'ailleurs au passage que Mme Le Pen, elle fait tous ces dérapages. Tout autant que le père, contrairement à une légende urbaine qui dit oui, elle est très différente, elle fait exactement le même truc que son père. Et ça continue. 27 janvier 2012, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, Mme Le Pen se rend à Vienne, capitale autrichienne, avec des militants néo-nazis le jour du 67e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Elle danse à Hofburg. Scandale. La ville de Vienne est en état de siège. Cette provocation néo-nazie autrichienne qui fait scandale, alors qu'elle est en pleine campagne présidentielle en France, et que Mme Le Pen avait toutes les raisons du monde pour refuser. N'importe qui parmi vous dans cette salle qui auriez été à sa place, vous appelez Le Pen, vous savez que vous avez quand même, si vous voulez vous dédiaboliser, vous avez quand même intérêt à faire attention. Un enfant de 7 ans ne l'aurait pas fait. Alors pourquoi elle l'a fait? Madame Le Pen remplit ainsi de nouveau son contrat. Faire croire aux Français qu'être pour la sortie de l'euro, c'est avoir des sympathies pour le Troisième Reich, et aller valser à Vienne avec des militants néo-nazis le jour du 67e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Et ça continue. 18 février 2012, en pleine campagne pour l'élection présidentielle de sa fille, donc 3 semaines après l'événement précédent, Jean-Marie Le Pen crée un nouveau scandale en lisant publiquement un poème de Robert Brasillac. Et il va récidiver sur France Inter. Robert Brasillac, vous savez, c'est un écrivain collaborationniste, antisémite, qui a été fusillé à la Libération pour collaborationnisme. La famille Le Pen remplit ainsi de nouveau son contrat. Faire croire aux Français qu'être pour la sortie de l'euro, c'est avoir des sympathies pour le Troisième Reich. Je vous ai mis, vous allez voir, un passage, parce qu'il a été interviewé ensuite sur France Inter, parce qu'il avait fait ça dans un débat public, enfin, dans une réunion publique. Il est interviewé par France Inter, et vous allez voir que M. Le Pen est venu avec le texte de Brasillac, et il va le relire à l'antenne. Et vous allez voir que les journalistes disent « Enfin, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça ?» Et vous allez voir ce que va répondre Jean-Marie Le Pen. Là, on est vraiment au cœur d'un des très très grands verrous de la société française. Vous avez lu à la tribune, on a beaucoup parlé cette semaine, un poème de Robert Brasillac, alors faut-il le rappeler pour nos auditeurs, écrivain collaborationniste qui a été exécuté, fusillé. Il faut préciser qu'il dirigeait la rédaction de l'hebdomadaire Je suis partout, qui était quand même réputé pour son antisémitisme durant la période. C'est pas un poème sur l'honneur, un poème de Brasillac. Au berceau de l'enfant honneur, on a vu 2 fées apporter 2 présents pour l'enfant honneur. Le courage avec la gaieté. À quoi dit-on dans la première? C'est un présent comme le vôtre. Presque rien, répond la première, à donner du courage aux autres. L'autre, dit-on, à la seconde, n'est-il pas de trop pour l'honneur? Un enfant, répond la seconde, a toujours besoin d'une fleur. Alors voilà la
cause du débat. Vous savez bien. J'ai dit un poème de Robert Brasillac. Jean-Marie Hachette, je ne pense pas que ce soit la nature des... C'est de la provocation, vous le saviez. Et de la provocation, monsieur. Il faut que vous vous convainquiez de quelque chose. Je suis un homme libre, qui ne se laisse imposer aucune contrainte d'aucune sorte, qui n'a peur de personne et qui dit ce qu'il pense. Et comme, à mon âge, je l'ai fait dans la politique pendant 56 ans, je continuerai de le faire jusqu'à ce que le bon Dieu me rappelle. Alors c'est très, c'est vrai d'insister. Vous voyez que, il a fait un scandale quelques jours avant en lisant un poème de Robert Brasillac en pleine campagne présidentielle. Ce qui ne peut évidemment avoir que pour effet que de créer un scandale et de rediaboliser la candidature de FN, c'est-à-dire cette fille. 2, il récidive, il est venu avec le texte même. Vous avez eu le journaliste dit « Ah, vous allez nous le lire en plus ». Donc il insiste, c'est pas un dérapage, c'est exprès. Exprès. Tous les trucs sont faits exprès. Il le lit, après ce moment-là du journaliste, bon, ça a été un peu coupé, mais les journalistes, les uns après les autres, enfin écoutez, pourquoi vous faites ça? C'est de la provocation, pourquoi maintenant? Vous savez que vous allez nuire, vous avez votre truc. Et il dit, mais je suis un homme libre, personne jamais ne m'empêchera de dire ce que je veux. La question, c'est pas qu'il soit un homme libre. La question, c'est pourquoi il le fait à ce moment-là? Puisqu'il nuit à sa propre cause. Il ne répond pas. Il botte en touche en disant, je suis un homme libre. Alors, c'est toujours le même système avec les dérapages du Front National, c'est-à-dire que les partisans du FN qui sont comme sous hypnose trouvent toujours motif à justifier. Eh ben oui, c'est un poème de Brasillac. Où est le mal? Jouant les saints qui touchent ou les saints Jean Bougeur, c'est comme l'affaire du détail des chambres à gaz. Il y avait des gens qui disaient, bah oui, c'est un détail, c'est une partie d'un tout. Comme je le dis souvent, vous verrez dans la suite des événements, un jour, présidentielle de 2017, M. Le Pen, Mme Le Pen diront le drapeau nazi avait une certaine esthétique, c'était quand même assez joli. Alors les gens diront, sans scandale et ça. Puis alors M. Le Pen, ça vient, à quoi? Et puis vous aurez des militants qui disent, bah oui, c'est quoi, on n'a pas le droit de rien dire. Comme si ça n'avait aucun impact politique, alors que ça a évidemment un impact politique de sabotage. C'est du sabotage de son propre... Il faut creuser cette idée de sabotage. Le 18 octobre, on va y revenir. 18 octobre, c'est le énième dérapage depuis la création du FN, c'était encore il y a quelques jours. Jean-Marie Le Pen, la crise du port en Bretagne, c'est la faute des musulmans. Le 18 octobre également, N plus unième dérapage, donc ça c'est suspension d'une candidate du FN qui avait tenu des propos racistes envers Taubira, qui avait comparé Madame Le Pen, Madame Taubira, excusez-moi, à un singe. Bon. Alors, bon, un singe, ça reste un animal, alors c'est un être humain, et condescendait, enfin, bref. Des trucs sordides, faits exprès. Alors, quelle est la réponse que je vous propose à tout ça? Parce que ça a un sens. Ne croyez absolument pas que ce soit par hasard, que ce soit des dérapages. Le fait que M. Le Pen soit revenu avec son truc pour le livre le prouve. Et par ailleurs, je connais quand même des gens qui l'ont approché et qui peuvent m'assurer que tout ça est fait absolument délibérément. Pas seulement le père, mais la fille. Hein. Alors, ce que vous aurez compris, enfin, en tout cas, c'est l'analyse que je vous propose, c'est le joueur de flûte de Hamelin. C'est quoi? C'est une légende, une espèce d'histoire médiévale qui se passe dans l'Allemagne du XIIIe siècle, dans une petite ville qui s'appelle Hameln, qui a été francisée en Hamelin. Dans cette petite ville, il y a plein de rats qui ont envahi la ville. Et alors, c'est un conte, mais qui a des, paraît-il, un sous-basson historique réel. Dans ce conte, il y a un magicien qui a une flûte, un joueur de flûte, qui a des dons supranaturels et qui est capable de charmer par le son de sa flûte un certain nombre d'objets, d'êtres vivants. Il arrive dans la ville qui est remplie par les rats et le bourgmestre, c'est-à-dire le maire, le reçoit et il lui demande s'il ne peut pas chasser les rats de la ville. Le joueur de flûte dit d'accord, mais qu'est-ce que vous me donnerez en échange? Et donc le bourgmestre lui promet une grosse somme d'argent s'il y parvient. À ce moment-là, le joueur de flûte, c'est un dessin du 19e siècle, hein, c'est des Rattenfinger von Hameln, en allemand,
il commence à jouer de la flûte et donc tous les rats le suivent. Il les emmène ensuite dans un lac, au milieu du lac, et là ils se noient tous. Ensuite, le joueur de flûte revient voir le bourgmestre et dit « Voilà, j'ai débarrassé la ville de tous les rats. Je veux ma récompense. » Et le bourgmestre dit « Va te faire voir. On ne veut plus te voir. » Le chasse à coups de pied dans les fesses. Ingratitude. Donc, le joueur de flûte s'en va. Quelques jours après, il revient dans la ville, et cette fois-ci, c'est avec les enfants qu'il va charmer. Il prend tous les jeunes enfants du village, et il va les emmener au milieu du lac, et ils vont tous mourir. Alors, il y a un soubassement historique dans cette ville d'Allemagne du Nord. Vers 1240, il y aurait eu un pont qui se serait effondré, c'est un peu comme à Avignon, et il y aurait eu donc plusieurs dizaines d'enfants qui seraient morts noyés dans le... Voilà, ça aurait été la base de ce pont, mais c'est un pont important dans l'histoire germanique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, si vous avez compris ça, vous avez compris à quoi sert le Front National. Vous avez le sondage qui fait peur. L'Europe, le FN menace de devenir le premier parti de France. Pour tous les Français qui n'en peuvent plus, notamment de l'Europe, ils se disent « Ma solution, c'est ça. C'est le FN. » C'est pour ça, d'ailleurs, que le FN est médiatisé, pas nous. Il faut bien comprendre que si le FN passe constamment dans les médias, c'est bien qu'il sert le système. Soyez pas naïfs. Si le FN était un danger pour le système, il ne passerait jamais dans les médias. Là, il passe constamment. Donc, les Français, voyant ça, je qui fait peur, puis totalement démenti d'ailleurs par la photo. Donc les gens qui n'en peuvent plus se disent, eh ben, puisque ça leur fait peur, pour les faire chier, je vais voter FN. C'est ça, le truc. Et puis, Madame Taubira est un singe. C'est-à-dire que tous les gens qui se seront déclarés pour les FN, d'un seul coup, sont frappés de sidération parce qu'ils sont dans un truc qui est une impasse et qui revient régulièrement pestiféré. Parce que à la fois, il faut de temps en temps, je reviens sur mon image de tout à l'heure, de temps en temps, on abaisse la critique sociale pour que les gens se déclarent, et une fois que les gens se sont déclarés, on fait un dérapage pour neutraliser tous les gens qui sont allés, on sarpe les mauvaises herbes, et surtout, on neutralise 15% des Français. Tel le joueur de flûte de Hamelin, la famille Le Pen entraîne 15% des Français vers le néant, et se suit depuis 41 ans, depuis 1972. Et ça continue. Si le Front National n'existait pas, ça fait belle lurette que le système aurait volé en état. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des Fronts Nationaux. Aube dorée a été créée en Grèce, au moment justement où la Grèce connaissait le désastre de l'euro. Aux Pays-Bas, il y a Geert Wilders. Et c'est la même chose. On orchestre, ils font des dérapages, plus marqués à Aube dorée, moins marqués chez Geert Wilders, ça dépend des sociétés, pour neutraliser 15% fatidiques. Vous avez ainsi la clé du mystère des dérapages de la famille Le Pen. D'ailleurs, tous les dirigeants qui se sont approchés de la famille Le Pen, puisque c'est un clan, c'est une SARL, à la seule exception de Bruno Gollnisch, ils ont tous fini par découvrir un jour ou l'autre la supercherie de cette famille qui est là pour neutraliser 15 à 20% de la population française et jamais pour prendre le pouvoir. Et pour en fait servir les intérêts du système qui prétend combattre exactement, comme je le disais tout à l'heure pour EELV, qui sert les intérêts de ce qu'il prétend combattre. Ils ont tous fini par découvrir la supercherie et claquer la porte. Olivier d'Ormesson, ancien député FN, a claqué la porte du Front National. François Bachelot, médecin, ancien député du FN, a claqué la porte en écrivant d'ailleurs un ouvrage. Jean-François Touzé, proche de Jean-Pierre Stirbois, ancien secrétaire national, a claqué la porte du Front National. Roland Elie, ancien rédacteur à National Hebdo, a claqué la porte du Front National. Robert Spiller, ancien député alsacien du Front National, a claqué la porte. Bruno Maigret, ancien numéro 2, a créé le MNR lorsqu'il a compris que la famille Le Pen organisait un sabotage délibéré. Jacques Bompard, maire d'Orange, membre fondateur du FN, a claqué la porte du FN en septembre 2005 après avoir dénoncé le népotisme au sein du FN.
Karl Land, l'ancien secrétaire général, a claqué la porte du FN lorsqu'il a compris le sabotage délibéré. Il a créé un mouvement parti qui s'appelle le Parti pour la France. Michel de Rostelan, ancien député, a claqué la porte du Front National. Martial Bild, ancien conseiller régional, a claqué la porte du Front National. Jean-Marie Le Chevalier, ancien maire de Toulon, a claqué la porte du Front National. Daniel Simon-Piry, ancien maire de Marignane, a claqué la porte du Front National. Roger Hollande, compagnon de route historique de Jean-Marie Le Pen, a fini par claquer lui aussi la porte du Front National avec l'élection de Madame Le Pen. Farid Smaïl, autre compagnon de route historique de Jean-Marie Le Pen, a claqué la porte du FN en disant qu'il en avait marre d'être l'arabe de service pour une famille. Jean-Claude Martinez, ancien vice-président du Front National, économiste en chef de ce mouvement, a claqué la porte du Front National en 2008 pour créer des listes appelées Maison de la vérité, de la vie et de la liberté, contre celle du FN aux élections européennes de juin 2009. Il a été exclu le 17 novembre 2008. Fernand Le Rachinet, ancien imprimeur de Jean-Marie Le Pen, a claqué la porte du Front National après s'être fait escroquer par M. Le Pen qui a refusé de payer pour des millions d'euros de factures. Laurent Ozon a claqué la porte du Front National. Martine Lehide a claqué la porte du Front National, a créé son propre groupe au Conseil régional. Marie-France Stirbois, ancienne députée, plusieurs fois sanctionnée, décédée au moment où elle avait décidé de quitter le FN. Je vais arrêter là. Il y en a encore des dizaines. Personne ne vous le dit jamais. Et d'ailleurs, à chaque fois que ceux qui claquent la porte, ils ne passent plus dans les médias. Bruno Maigret a été détruit. Jean-Claude Martinez a été détruit. Il ne passe plus dans les médias. Les médias ne donnent la parole qu'à la famille Le Pen. Alors que tout le monde sait que, par exemple, Bruno Maigret, pour être con, c'était quelqu'un qui avait de la profondeur. C'était un type qui connaissait les dossiers, qui aurait pu faire de l'ombre à la famille Le Pen. Jamais. Ils sont tous tombés dans le néant. Vous verrez ce qui arrivera un jour. M. Philippot, qui vient à Paris écouter des conférences pour les prendre et pour ensuite se faire bien voir auprès de la famille Le Pen. Vous verrez ce qu'il y a. Alors vous allez dire, mais pourquoi? C'est quoi les raisons d'agir de la famille Le Pen depuis 41 ans? Ben, je suis désolé de le dire. Cherchez l'oseille. Je rappelle quand même que M. Le Pen a fait sa fortune avec l'héritage pour le moins controversé de Simon Lambert. Il a été attaqué en justice par les héritiers qui ont dit que c'était une captation d'héritage. La famille Le Pen est une famille qui est très intéressée par l'argent. Ce qu'empochent les députés européens, j'en parlerai demain. Salaire de base, 6 272 € par mois net. Indemnité de frais généraux, 4 299 € par mois. Ça fait 10 499. Remboursement des frais de transport dans l'avion de classe affaires. Je ne l'ai pas chiffré. Indemnité annuelle de voyage, 4 243 € par an, c'est-à-dire 353,58 € par mois, hors réunion officielle, en plus. 10 853. Indemnité journalière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 304 € par jour de présence au Parlement européen. Dès que vous allez à votre boulot, vous avez en plus 304 €. Si vous y allez 14 jours de présence dans le mois, ça fait 4 256 € en plus. On en est à 15 109,30 € hors impôt. À quoi s'ajoute une enveloppe globale pour payer les collaborateurs de 21 209 € par mois, qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était pas vérifié, donc un député pouvait la garder pour lui. Jusqu'à il y a quelques années, le salaire, en gros, était donc de l'ordre de à peu près 36 000 € par mois. Si vous êtes ultra médiatisé, vous avez un poste de député. Les revenus mensuels, donc, c'est le coût total pour le contribuable, parce que c'est nous qui payons, c'est plus de 36 000 € par mois pour le député européen Bruno Gollnisch, pour le député européen Jean-Marie Le Pen, pour le député européen Marine Le Pen. Quel bilan? Ils ont fait quoi? Si vous allez sur Internet, allez voir Nigel Farage. Alors lui, oui, il fait du boulot. Il saisit le moindre truc pour taper sur l'Europe. Avez-vous seulement entendu une seule fois la famille Le Pen taper sur l'Europe au Parlement européen? Jamais. La seule fois où on a entendu M. Le Pen, c'est qu'il a fait une sortie
scabreuse et assez scandaleuse pour dénoncer la pédophilie présumée de Daniel Cohn-Bendit. Je suis pas là pour trouver ça très bien, mais enfin, c'est pas le sujet. C'est un truc, c'est une attaque d'extrême droite, c'est pas le sujet. Même si, encore une fois, il y a certainement des choses à redire. Et pourquoi jamais une dénonciation au Parlement européen? Alors, je signale quand même que ceci explique le discours, par exemple, de Madame Le Pen. Hein. Je souhaite remettre en cause non pas l'Europe, mais l'Union européenne, afin que les traités soient profondément renégociés. L'avènement d'une autre Europe, c'était son discours au président du FPE autrichien. Je signale que M. Jean-Marie Le Pen est continuellement élu député européen depuis 1984, puisqu'on continuellement les médias le mettent en avant. D'ailleurs, il se représente en 2014. Ça fait 30 ans qu'il est député. À titre personnel, en 30 ans, il a donc empoché 5 400 000 € hors impôts. Et il a reçu 7 632 000 € pour payer les collaborateurs, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Bruno Gollnisch, en 2014, ça fait 25 ans qu'il sera député européen, il aura empoché 4 500 000 €, en gros, hein, d'indemnité. Quant à Madame Le Pen, en 10 ans, parce que ça va faire 10 ans qu'elle est députée européenne, elle s'est ramassée 1 100 000 € d'indemnité. En gros, hein. Plus 2 544 000 € pour payer les collaborateurs. Et tout ce petit monde se représente. Ils vont être élus. Puisque c'est la proportionnelle. Et puisqu'il y a des Français qui tombent dans le panneau et qui vont dire « Ah, enfin je tiens le vrai opposant. Je vais voter pour Madame Le Pen. Je vais voter pour Jean-Marie Le Pen. Wow !» Sauf que ça fait 30 ans qu'il est élu. Et qu'ils vont le réélire de 30 à 35 ans. Comprenez l'arnaque? Je signale d'ailleurs que pour payer les collaborateurs, eh bien, Madame Le Pen a trouvé une bonne utilisation. On a appris le 18 juillet 2013 que parmi les collaborateurs de Madame Le Pen au Parlement européen sont donc payés par le contribuable français, figure son compagnon, M. Louis Alliot, justement. Ce qui est interdit d'ailleurs, parce que depuis quelques années, le Parlement européen a interdit que l'on finance les conjoints. Alors il a été interviewé par Le Figaro, et qui a expliqué qu'en réalité, comme elle n'était ni mariée avec M. Le Pen ni paxée, c'était pas... bon, je veux pas être méchant. Après, ça prétend être Jeanne d'Arc et restaurer l'éthique en politique. En réalité, M. Le Pen vit également sur la bête. Vous avez le père, vous avez la fille, vous avez le gendre. La petite fille, elle est députée au Parlement français. Non plus que le chien. La grand-mère. Marine Le Pen, elle a dit que c'était son collaborateur, sauf qu'elle a des relations avec son collaborateur. C'est une sacrée Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? Alors, les gens qui vous disent « l'UPR dit la même chose que le Front National », je terminerai là-dessus. Est-ce que je l'entends? Tiens donc, les adversaires principaux du FN sont le communisme, l'immigration et l'antiracisme, vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont les constantes idéologiques et programmatiques depuis 41 ans. L'UPR a une vision du monde radicalement différente. Nous estimons que la France a un message universel qu'elle doit redevenir un pays libre et indépendant en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, parce que les principales menaces, c'est la persécution des États-Unis d'Amérique et à une oligarchie financière mondiale. La position du FN sur la construction européenne est constamment fluctuante. Le FN, en fait, est pour le principe d'une Europe chrétienne et blanche unie. Il ne le dit pas, mais parfois il le dit, et il le pense très fort. L'UPR a une position constante et intangible sur l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Ça figure dans nos statuts. Paru au journal officiel, c'est explicité dans notre charte fondatrice du 25 mars 2007. Personne ne peut en sortir, à commencer par nous. Le FN ne fait aucune analyse historique, économique, monétaire, géopolitique, ni sur le rôle des États-Unis dans la construction européenne, ni sur la théorie du choc des civilisations. L'UPR a acquis désormais la réputation d'être le parti qui se livre aux analyses historiques, économiques, monétaires, géopolitiques les plus solides de toute la scène politique française. Et en particulier, nous sommes là pour dénoncer le rôle des États-Unis dans la construction européenne et le caractère belliciste, implicite de la construction européenne dans le cadre du choc des civilisations. Le programme du FN comporte des éléments typiques de l'extrême droite. Une espèce de fixette permanent sur l'immigration, la peine de mort, les dérapages racistes, scabreux.
Le programme de l'UPR, en revanche, étroitement inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944, est un programme de très large rassemblement, spécialement conçu pour n'offusquer aucune sensibilité politique, aucune religion, aucune origine ethnique ou sociale. D'ailleurs, tout le monde est chez nous. On a des anciens du POI, du NPA et des anciens du FN, et des anciens du PS, et des anciens du MODEM, et des anciens de l'UMP, et des anciens de EEV, et surtout plus de 90% d'ailleurs de nos adhérents sont des anciens de rien du tout, c'est la première fois qu'ils adhèrent. Le programme de l'UFN comporte des choix politiques et sociaux qui dissuadent les électeurs de gauche, c'est le moins que l'on puisse dire. Le programme de l'UPR distingue les sujets stratégiques dont il traite et les sujets tactiques qu'il renvoie au choix des futures majorités selon les alternances. Nous laissons de côté les sujets clivants, le mariage pour tous, les questions sociétales, les questions sur l'environnement, même l'immigration. Nous disons que tout ça, ce sont des sujets importants, mais c'est des sujets secondaires par rapport au fait de récupérer notre souveraineté nationale. Le FN se situe à l'extrême droite et le reconnaît dans ses stratégies d'alliance. L'UPR se situe au-delà du clivage droite-centre-gauche. La très grande diversité de nos adhérents en témoigne. Nous le reconnaissons dans nos stratégies d'alliance. Nous refusons mordicus toute alliance avec un parti qui ne serait pas clairement pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il se trouve qu'on est seul, au moins on est pas mal accompagné. Puisqu'il n'y a aucun des partis politiques à qui on a proposé des alliances qui soit d'accord avec nos 6 points. Le FN réclame constamment des alliances avec l'UMP en nous traitant de sous-marins de l'UMP. Ce sont les dirigeants de l'UMP qui refusent ces alliances. L'UPR refuse toute alliance politicienne avec tout parti qui n'accepterait pas dans ces conditions. Est-ce qu'il y a le moindre point commun entre l'un et l'autre?